Je vous propose maintenant qu'on prenne quelques questions dans la salle. J'imagine que ça a soulevé quelques interrogations. Aucune question. Même pas à Monsieur Rousseau sur les concepts qu'il nous a décrits. Non, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui va se lancer. N'ayez pas peur, il n'y a jamais de questions bêtes. Voilà, monsieur. Oui, bonjour, Pierre Casoli, société en Baliso. Une petite structure en France et à l'étranger dans la production. On est beaucoup normé avec la norme ISO 9000, 14001. Donc question simple, une norme de plus, comment vous l'intégrez par rapport à la 14001, la 9001 ou d'autres? Est-ce que ça se marie bien? Est-ce que ça fait des splatchs? Voilà. Très bonne question. Qui veut répondre? Patrick Meillot. Allez, Patrick Meillot. Hop. À l'unanimité des présents. Donc, en fait, c'est pas du tout comparable. Le FQM n'est pas une norme. Le FQM ne vous dit pas ce que vous devez avoir, ce que vous devez faire. Elle vous incite à vous poser des questions et à trouver les réponses qui vous conviennent dans votre contexte. Si je peux prendre l'exemple qui a été soulevé avant, là, est-ce que l'argent est un facteur motivant? Est-ce que c'est suffisant? Vous avez même dit, est-ce qu'à la place d'une augmentation, vous leur donnez un peu de FQM et ils sont aussi contents? Ça, je ne sais pas si ça... Je ne recommande pas forcément, mais en tout cas... La question bête ne veut pas dire forcément réponse La bête, question de motiver des salariés par le salaire n'aura pas la même réponse en fonction du contexte. Peut-être que chez les, comment vous dites, les data spécialistes qui ont des coachs, peut-être que eux, pour rester un an de plus, bah, effectivement, c'est une forte attente et peut-être que c'est une chose un outil que vous avez en main et que vous pouvez peut-être l'utiliser, l'activer. Clairement, moi, nous, on est dans l'industrie, c'est pas comme ça que ça va marcher. On va pas donner des augmentations de salaire conséquentes, en tout cas pas suffisantes pour sécuriser les collaborateurs pendant X années dans une époque d'inflation quasi nulle. Donc il faut trouver d'autres solutions, d'autres voies. Si je fais un tour de table, qui est certifié sur des normes ISO 9000, 14000 Oui, bien sûr. C'est en plus. Le FQM, c'est en plus. On a toutes les certifications à ISO 9000 près. On a 14 000, 18 000. On s'évalue, on y va à 26 000, on en a 50 000, etc. Parce qu'à chaque fois, ça correspond à une problématique de l'entreprise. Et ces normes nous font progresser. On est sur le modèle FQM à une dimension différente. On est dans une dimension plus stratégique, plus de remise en cause générale du business model de l'entreprise et de l'engagement et du partage du sens avec tous les collaborateurs. C'est plus là que je situerai la différence. Donc, si je comprends bien, il y a une notion de complémentarité et non pas une opposition. Tout à fait. D'accord. C'est le même ressenti dans toutes les entreprises? Je vais rejoindre un petit peu votre question tout à l'heure. Vous me disiez combien ça coûte en fait pour un chef d'entreprise de lancer la démarche FQM. Alors je ne vais pas y répondre directement, mais nous aujourd'hui, la question qu'on s'est posée, c'est quelles sont nos priorités. Et clairement, la démarche FQM est arrivée en priorité numéro 1. Après, il faut faire des choix. Et ben, on vient de renoncer à se faire certifier ISO 14000 parce qu'on pense que ça nous apporte plus rien par rapport à la démarche FQM, c'est tout. Et on l'assume, droit dans les yeux et droit dans nos bottes. Alors, puisque vous parlez... Je dénigre pas la certification ISO 14000. Je dis aujourd'hui simplement, c'est un choix que l'entreprise a fait parce qu'elle n'a pas voulu prendre du temps à ses collaborateurs pour le faire et elle n'a pas voulu mettre son argent là-dedans. Elle préfère le mettre ailleurs. Alors je vous rassure, je précisais juste pourquoi j'ai dit c'est mal, c'est parce que ma spécialité c'est l'environnement, donc forcément quand on me dit j'ai refusé, je renonce à l'ISO 14000, ça me fait bondir. Mais est-ce que ça veut dire que malgré tout, la composante environnementale, elle est intégrée dans le FQM? C'est bien entendu. Aujourd'hui, un aéroport, clairement, il ne peut pas aujourd'hui imaginer, ne serait-ce que quelques secondes, de se développer sans être quelque part un modèle sur le plan de la maîtrise de ses impacts environnementaux. Surtout, je crois que Lyon, vous êtes plutôt en avance. Et Lyon est très très en avance là-dessus, donc j'ai aucun état d'âme à en parler. Simplement, bon, après, dans tous les certifications, les normes que vous avez, on fait des choix. Et ça ne veut pas du tout dire, bien entendu, que effectivement, on considère que les impacts environnementaux ne sont plus d'actualité aux aéroports de Lyon. Bien au contraire. Et encore une fois, il y a une différence fondamentale entre les normes ISO 9000, 14000 ou autres et l'évaluation au FQM. C'est que quand vous avez une norme, un auditeur vient regarder si vous êtes conforme à l'ensemble de ce qui est demandé par la norme et il cherche les écarts, il cherche ce qui manque.
L'évaluateur FQM, il fait presque la démarche inverse. Il vient vous demander ce que vous avez comme bonne pratique. Et c'est à vous de lui montrer, de lui dire, voilà, je me suis posé telle question et j'ai mis en place telle chose parce que je voulais atteindre tel résultat et je le revois à telle fréquence. Et quand ça va pas, voilà ce que j'ai fait quand j'ai vu que ça allait pas. C'est complètement différent comme approche. Didier Rousseau ? Oui, il y a aussi un autre élément qui est la performance économique dans la croissance d'une entreprise. Le sujet, on est tous entrepreneurs et, du moins, par rapport à ce que j'ai pu entendre, plus dans l'agro qu'ailleurs d'ailleurs. Non, le point qui est important pour nous, c'est on a un métier uniquement de service et de prestations intellectuelles. Et lorsqu'on s'est tourné face à nos donneurs d'ordre, nos grands donneurs d'ordre qui nous demandent, eux, pour le coup, d'être normés, on avait beaucoup de mal à déterminer quel type de normes on devait impérativement avoir. Naturellement, l'environnement, tout ça, ça arrivait mécaniquement. Mais il faut savoir que nous, avec nos grands comptes, en tout cas lorsqu'on travaille, si leurs prestataires ne sont pas reconnus, normés avec un certain niveau, ça les dégrade eux-mêmes dans leur propre notation. Bon, là, pour l'instant, ça va qu'on peut financer assez facilement un certain nombre de choses à des taux relativement faibles. Mais après, avant, du moins, ça impactait aussi le taux d'endettement, du moins d'emprunt, que pouvaient avoir nos donneurs d'ordre. Donc, lorsqu'on a posé la question à nos clients, en disant, ben voilà, on est dans une société assez jeune et qui, on considère, on est naturellement présent sur ces sujets-là. Quelle est la meilleure norme que, d'après vous, on pourrait installer chez nous? La réponse a été, pour un certain nombre de grands donneurs d'ordre, je pourrais prendre La Poste, EDF ou d'autres, NGO, etc., ils nous ont dit naturellement le FQM, parce qu'on est intégré dans votre système d'analyse et de mesure par rapport à votre efficacité. D'accord. A-t-on d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Je vois que les langues se délient, ça fait plaisir. Je reviens un peu sur le sujet là. Donc Bruno Le Breton, je suis producteur négociant en vin à Montpellier. Je suis allé à la norme ISO 26000 et ça a été pour moi une révélation. Alors, ce que j'entends me paraît vraiment très proche. Alors c'est aussi une évaluation, on n'est pas sur une certification. Donc là c'est aussi la même approche de l'entreprise. Moi ce que j'ai découvert c'est que je pouvais enfin parler dans l'entreprise et pas du produit final parce que le vin c'est formidable mais à force d'en parler, on tourne en rond, quoi. Et par contre, l'entreprise, c'est sympa. Et qu'en plus, on est questionné sur des petites pratiques accessoires comme les pesticides, l'alcool qui coûte un peu à la sécurité sociale, des choses comme ça. C'est un moyen assez intelligent d'apporter des réponses. Alors, moi, j'y suis allé parce que j'exporte quasiment toute ma production. Et c'était une norme internationale qui était un peu reconnue. Maintenant, je voulais savoir, je crois que vous êtes, vous, sur les deux approches, 26000 et FQM. Quelle est la différence pour vous entre les deux en termes de reconnaissance à l'international et d'efficacité? Déjà, notre chiffre d'affaires, on le réalise 60% à l'international, donc effectivement, c'est important. Je ne suis pas sûr qu'on recherche tant la reconnaissance à l'international que la façon de nous remettre en cause. Je crois que c'est l'atout numéro un. Je trouve dans ce que vous dites, ce qui est important, là, c'est de parler de l'entreprise et de ne pas de parler que des produits. Souvent, quand je me compare à mon propre concurrent, on a un immense concurrent qui est 130 fois plus gros que nous et qu'une espèce de World Company, belgeo, américano, suisse. Je vous donnerai le nom en aparté parce que c'est pas bien de donner le nom de quelqu'un. Mais vraiment, on ne voit pas de qui vous parlez. Non, eh ben vous vous trompez, vous ne le connaissez pas. C'est vraiment faux. Il n'y a que Christian Etchebest ici qui le connaît. Non, ce que je trouve quand je parle de ce concurrent, je dis lui, il fabrique du chocolat. Nous, on est dans une autre philosophie. On se définit vraiment différemment. On va faire du sourcing responsable, en essayant d'exploiter, de travailler très très bien avec nos sources d'appro de cacao. On va considérer nos salariés différemment, et je crois qu'on a une différence, c'est qu'on aime nos clients. Et toute cette philosophie-là, je parle d'amour, c'est vraiment vrai, quoi. C'est comme ça, et souvent on le parle, on emmène chaque année un groupe de clients et un groupe de collaborateurs dans nos plantations ou en plantations partenaires. Au bout de 3 jours, ils disent « c'est extraordinaire ce que vous faites Valrhona, c'est en sourcing, technique culturelle, post-culturelle, magnifique ». Mais au bout d'une semaine, ils ont compris que la différence de Valrhona, c'était l'engagement humain, c'était le pouvoir de l'entreprise et la confiance dans les collaborateurs. C'est ça qui fait la différence. Je trouve que le modèle EFQM permet de mettre en avant et de parler de ces sujets-là plus que les normes ISO, etc. Maintenant, en même temps, on a toutes les normes ISO par ailleurs, quoi, parce que c'est un moyen de progresser et de s'auto-évaluer. Voilà. Déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'ISO 26000. Donc, c'est une
C'est pas une norme d'ailleurs. C'est pas une norme. Effectivement, dans l'esprit, ça se rapproche parce que ça liste un certain nombre de pratiques que les entreprises peuvent mettre en œuvre dans le domaine du développement durable. Donc c'est un truc qu'on a regardé chez Bosch à Rodez parce que le développement durable, ça fait partie de notre ADN. Ça fait partie, si vous voulez, on a une responsabilité énorme par rapport à la région dans laquelle on est parce qu'on est le premier employeur privé. Donc si on ajoute le nombre d'emplois induits, etc., c'est majeur pour la collectivité, c'est majeur pour un certain nombre de fournisseurs, les familles de nos salariés, etc. Donc on a regardé cette norme et effectivement, dans la philosophie, elle se rapproche un petit peu parce qu'elle vous aide aussi à regarder des pratiques. Et elle ne vous dit pas non plus vous devez tout faire. Elle vous dit voilà ce qui est possible de faire. Et après, vous choisissez si vous allez dans une direction, dans une autre, etc. Donc dans l'esprit, ça se rapproche. C'est un petit peu plus difficile de trouver des gens qui viennent évaluer vos pratiques en lien avec l'ISO 26000. Il y a l'AFNOR qui fait ça, je crois. Ouais. Ils sont dans la salle. On va prendre une autre. L'ISO 26000 international, juste, c'est effectivement l'AFNOR, mais c'est pas trop la norme qui est reconnue internationale. La norme qui est reconnue internationale en termes de développement durable, c'est plus une norme qui s'appelle B Corp. Voilà. Et là, c'est plus ça qui est reconnu par les instances anglo-saxonnes. Voilà. Je propose qu'on prenne une nouvelle question. Juste 2 questions. Il n'y a pas un petit doigt qui se lève quelque part, non ? Non, bah écoutez, c'est pas grave. Ça veut dire que le sujet a été bien compris a priori et qu'il est assez clair. Alors tout à l'heure, j'ai posé une question sur l'absentéisme et le turnover. En fait, je suis coquin parce que je connaissais un petit peu la réponse puisque je me suis renseigné avant. Donc, pour bien avoir dans l'esprit donc ce qu'on m'a fait passer en fait un cabinet spécialisé en EFQM. L'absentéisme dans les entreprises 5 étoiles donc qui pratiquent le modèle EFQM est d'environ 3,70% à opposer avec la moyenne française qui est de 4,26, donc une différence quand même assez notable. Et le turnover, là, c'est carrément énorme puisque on est à 3,68% dans ces entreprises 5 étoiles contre 13,70 en moyenne française. Donc vous voyez effectivement clairement démontré. Alors bon, c'est les études. La première, c'est une source Alma. La deuxième, c'est le Hayes. Je ne sais pas si vous connaissez. Et également une étude de la Poste sur la satisfaction des collaborateurs, dont on a largement parlé sur cette table ronde. Sur les entreprises 5 étoiles, c'est 72%, et sur la moyenne française, alors c'est quand même pas négligeable, hein, malgré tout, c'est 67%. Mais effectivement, pour autant qu'on accorde du crédit à ces études, on voit clairement qu'il y a un impact qui est clairement favorable de l'EFQM. Voilà, je vous propose le mot de la fin, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah oui, peut-être un commentaire. Je reviens sur un sujet dont on a parlé un petit peu cet après-midi et aussi ce matin. Donc cet après-midi, on a beaucoup dit, on a parlé d'implication des collaborateurs, donner du sens, etc. Et on a dit aussi à un moment, parmi les collaborateurs, il se trouve qu'on a des représentants du personnel. Donc ce matin, il y a eu tout un tas de débats, alors tout le monde n'était peut-être pas là, mais sur les syndicats qui sont pas gentils. Les syndicats, ils font partie de la vie de l'entreprise. Donc c'est une partie prenante. À Rodez, on a un certain nombre de succès. Alors, je vous cache pas qu'on a aussi beaucoup de difficultés. Il se trouve qu'on a deux syndicats majoritaires qui sont issus des CGT. Mais on arrive quand même à trouver des terrains d'entente. Et ce que je voulais peut-être exprimer comme opinion personnelle, là, par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est que, alors c'est peut-être l'influence aussi parce qu'on est un groupe allemand et que donc on a une culture de coopération avec les représentants du personnel. Une des difficultés qu'on a en France, c'est pas l'existence des représentants du personnel ou des syndicats, c'est leur multiplicité. C'est-à-dire qu'on est confronté à des syndicats qui se font concurrence, qui sont soumis à un électorat et qui donc sont obligés aussi, à l'instar de certains politiques, de faire des promesses un peu démagogiques, d'aller chercher l'électeur sur le terrain. Voilà, donc ça pour moi c'est une vraie difficulté. C'est pas les représentants du personnel en soi, c'est la multiplicité. Et nous qui sommes justement entité française d'un groupe allemand, c'est toujours très difficile d'aller voir nos chefs en Allemagne en leur disant c'est bon, on a signé un accord, et puis le lendemain on a quand même grève parce qu'il y a un autre syndicat qui n'a pas signé l'accord et qui a une opinion peut-être un peu différente. Voilà, je voulais revenir sur ce qui a été dit ce matin.
Je veux bien rajouter quelque chose, moi, si je, en conclusion, c'est que un peu de temps. On n'a pas de questions, mais on a encore un peu de temps. On est quand même 5 secteurs. Vous avez invité 5 secteurs différents, et il y a là autour de cette table 5 secteurs qui vont bien. Moi, je ne peux que encourager tous les entreprises qui seraient là, et qui ne seraient pas engagées dans un modèle EFQM, à se dire si on veut retrouver de la croissance, ça prend un petit peu de temps, ça demande de l'engagement, mais on est tous en train de réussir plutôt mieux que les autres, et ça, c'est un élément extraordinaire, et avec un engagement des collaborateurs et un turnover beaucoup plus faible que les autres. Et ça, c'est allons-y, quoi. La chance de la France, on a la chance de pouvoir réussir. On a un modèle qui nous aide à réussir. Allons-y, quoi. On a tous les Allemands et autres Italiens, on les cite toujours en exemple, mais on peut les battre, quoi. C'est facile, il suffit de s'y mettre, et n'allons pas quémander des subventions ici ou là, ou quelques mesures gouvernementales que ce soit. Qu'est-ce que peut faire M. Hollande pour nos entreprises? C'est à nous de nous prendre en main. Et qu'attendre du CICE quand ce n'est qu'une compensation des taxes qu'on nous met par ailleurs, pénibilité et autres, etc. On n'en a rien à fiche de tout ça. Ce qu'on attend de nos politiques, c'est qu'ils nous réduisent nos charges et qu'on ait un taux de prélèvement qui soit à un niveau de 46%, 45% comme à l'Allemagne. C'est ça le job des politiques. Et nous, notre job, c'est de nous développer et pas d'aller quémander. Et on a, grâce à l'EFQM, un moyen d'y aller et d'aller au combat en se prenant en charge et en cherchant dans nos entreprises nos propres solutions. Didier Rousseau. Oui, on est des entreprises un peu différentes. Donc, nous, on a une moyenne d'âge de 30 ans, donc, ce qui peut expliquer parfois des réactions un peu différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que le FQM, c'est qu'un outil. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les chefs d'entreprise, en tout cas les gens qui peuvent manager une entreprise, aient une vision. Parce qu'on évoquait tout à l'heure de mettre l'humain au cœur de l'activité, voir aussi le client par ce biais-là. C'est d'abord une vision d'entreprise qui va se décliner et qui va se mesurer et qui va éventuellement s'instrumentaliser avec le FQM. C'est pas parce que vous allez être FQM que vous allez devenir plus performant économiquement et augmenter la croissance. Je veux dire, la croissance, c'est d'abord un positionnement, une envie de gagner, une envie de croître. Et je ne sais pas si c'est facile de battre les Italiens, les Allemands, etc. C'est en tout cas compliqué. Et donc notre boulot, c'est de donner, on parlait d'employabilité à nos collaborateurs, c'est aussi de leur donner cette capacité d'évolution. Et cette capacité d'évolution, ça passe d'abord et avant tout par la croissance. C'est là qu'on va ouvrir des nouveaux chemins qui vont nous permettre globalement de leur offrir aussi des nouveaux espaces pour qu'ils restent avec nous. Alors tout à l'heure, vous posiez une question sur le turnover. Bon, nous, dans nos activités, on a en 3 ans, c'est déjà bien. Nos compétiteurs, c'est les start-up. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, votre niveau d'employabilité, votre positionnement va être de nature à conserver plus ou moins longuement, j'allais dire, vos collaborateurs. Par contre, auprès de nos clients, ce qu'ils vont acheter à terme, c'est une marque, une empreinte, quelque chose qui va faire que quand vous allez réintégrer des nouvelles personnes, vous allez pouvoir délivrer le même niveau de qualité de service, aussi bien en termes de vision qu'en termes d'innovation, qu'en termes de réalisation. C'est ça qui est important. Donc c'est d'abord la vision incarnée d'un chef d'entreprise ou d'un pilote dans une entreprise qui va faire que vous arrivez à ces éléments-là. Et le FQM est un outil qui va permettre d'encadrer ou du moins de déployer, si nécessaire, cette vision. Vous parlez justement de vision sur le long terme. Est-ce qu'une des conditions sine qua non de réussite du modèle EFQM en entreprise, c'est pas une certaine forme de pérennité au niveau de sa direction? Jean-Luc Grisot, je vous vois. Je pense que ça aide. Je suis pas très sûr. Vraiment, je pense que c'est l'affaire de tous. S'il y a un manager inspiré, qui a une vision et qui pense que le bien-être des collaborateurs et l'engagement des collaborateurs est important, bien sûr, ça aide et qu'il reste et qu'il y ait effectivement un peu trop de turnover à la tête de certaines entreprises. Oui, je partage ça. Oui. Patrick Meillot, le modèle EFQM, j'imagine que Bosch étant un groupe allemand et le modèle étant européen, c'est effectivement une stratégie de long terme. J'ai parlé de battre les entreprises allemandes. Mince alors, j'oubliais que Bosch. Zut. Ou quelle bêtise. On ne fait pas encore du chocolat, mais on y pense. Non, Bosch a un certain nombre de caractéristiques que j'ai mentionnées à propos de Rodez, de manière générale dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a une vraie culture d'entreprise, il y a une vraie fidélité à l'entreprise, et ça fait que on a quand même pas trop de difficultés à substituer des managers. Parce que quand on va dans un site Bosch, on trouve assez vite ses marques et ses repères. Donc oui, ça peut aider d'avoir de la stabilité, mais c'est pas forcément un prérequis absolu, en tout cas dans notre contexte. Et je dirais aussi parfois, c'est quand même bien d'avoir du sang neuf.
C'est bien d'avoir des nouvelles idées, c'est bien d'avoir des gens qui ont un regard différent. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait ces activités en externe pour aller voir d'autres entreprises, mais c'est bien aussi d'avoir des gens qui ont un regard différent. Nous, on a une moyenne d'âge qui est nettement plus élevée, une ancienneté dans l'entreprise qui est nettement plus élevée. C'est parfois un frein au changement. Donc c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et on travaille encore dessus. J'ai cité il y a quelques jours à des collaborateurs, parce qu'avant de travailler à Rodez, je travaillais en Chine. Donc l'opposé, je dirais, c'est-à-dire beaucoup de collaborateurs jeunes avec peu d'expérience, mais leur manque d'expérience était compensé par l'absence d'appréhension pour tester des choses. Et la phrase que je citais, c'est, je crois que c'est Mark Twain, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, donc il faut trouver l'équilibre. Eh bien écoutez, si... Ouais, oui, encore un mot. Le mot de la fin. Donc, on a beaucoup parlé des collaborateurs parce que c'est quand même ça qui fait fonctionner l'entreprise. Il ne faut pas oublier que le FQM nous incite à prendre en compte les attentes de l'ensemble des parties prenantes. Il n'y a pas que les collaborateurs dedans. Elle incite à trouver des pistes d'amélioration sur les points qui sont peut-être à améliorer, voilà, les points un peu plus faibles, mais aussi à s'appuyer sur ses forces. Et donc, on a des forces. Ce matin, il y a eu aussi un peu de France bashing. Il y a eu beaucoup de choses négatives qui ont été dites. C'est vrai, il y en a. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des forces. Si je reprends ce qu'a dit le monsieur à midi sur l'Angleterre, l'Angleterre est très orientée transaction et pas tellement produit. Alors, c'est un peu technique, mais en gros, nous, par exemple, effectivement, dans l'usine, une de nos forces, c'est les compétences techniques. On fait d'excellents produits. On a un niveau de qualité qui est quasiment irréprochable. Ce sont des choses sur lesquelles on peut s'appuyer et qu'il ne faut pas avoir peur de mettre en avant sans tomber dans l'arrogance qu'on attribue parfois aux Français. Il ne faut pas avoir peur de s'appuyer sur ses forces et les mettre en avant. On a des atouts et il faut les utiliser. Didier Rousseau. Oui, non, juste un sur dernier mot de la fin. Non, dernier mot juste sur les produits parce que par exemple, la langue française permet globalement d'avoir une très bonne analyse sur la sémantique. Et les Américains viennent nous chercher pour les modèles de recherche sémantique pour pouvoir éventuellement implémenter. Si vous êtes sur Google, quand vous recherchez quelque chose, et bien que vous avez des algorithmes mathématiques qui vous permettent de rechercher plus facilement un certain nombre de choses. Et derrière, les Français sont assez bons dans cette demande, dans ce savoir-faire sémantique. C'en est un. Si on prend les games, c'en est un deuxième. On est aussi assez bon parce qu'on sait mixer le graphisme et le littéraire. Donc la France a, oui, plein de talents. Le sujet, c'est que, voilà, il faut qu'on ait... Je ne sais même pas s'il y a une problématique particulière, puisque en fait, moi, plus je suis dans les startups, plus je suis dans les écoles, etc., je vois plein de gens qui font plein de choses, et voilà, et ça se passe bien. Après, le vrai sujet, qui est un autre sujet beaucoup plus important, et si je reprends un peu le terrain politique, mais ce n'est pas le sujet d'ici, c'est le passage de start-up à ETI, et là, qui pose un véritable problème. La transmission, il y a plein de sujets, etc., qui pourraient être traités là. La régionalisation, bon, bref. Mais c'est d'atteindre cette taille avec des entreprises nécessaires dans ce domaine. Et c'est ce qui manque dans notre tissu industriel pour faire le pont entre nos startups qui sont réavalées régulièrement par des boîtes extérieures, voire internationales, qui récupèrent par ce biais-là l'innovation. Et on pourrait peut-être faire d'autres choses dans notre très beau pays. Donc, voilà. Si je résume les deux derniers propos, la France a beaucoup de qualités et de nombreuses compétences qui ne demandent qu'à être accompagnées et catalysées par le modèle EFQM. Donc si vous voulez en savoir plus sur le FQM, vous n'hésitez pas à aller contacter l'AFNOR qui pourra vous accompagner pour déployer le modèle dans vos entreprises. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes à 18h, je crois, au salon de Beaufranc, donc de l'autre côté du Sénat pour la remise des prix EFQM. Je vous invite à prendre vos affaires avec vous puisqu'il y a quelques mètres à parcourir en plein air et donc aujourd'hui sous la pluie. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Donc juste en face, le chemin est fléché. Vous pouvez prendre la porte qui est juste là. Voilà.